Nous nous retrouvons pour les journées internationales et digitales, bien sûr, de la supply chain avec tous ces rendez-vous depuis hier déjà. Nous allons nous retrouver tout au long de la journée, ainsi que demain avec des invités prestigieux dans une dizaine de pays avec cette retransmission en direct. Alors nous avons avec nous Nicolas Speck, qui est directeur commercial de LOGS. Alors voilà, et nous allons donc parler bien sûr des conséquences du Covid sur la chaîne logistique, sur la profession. Est-ce que justement le Covid-19 a été un accélérateur, est-ce qu'elle a rendu la supply chain, par exemple, plus responsable, c'est la question qu'on va se poser. On va en parler pendant une trentaine de minutes et puis nous aurons ensuite des questions qui vous seront donc proposées, des questions que vous allez nous envoyer, bien entendu, et nous vous proposerons cette session de questions. Alors, tout de suite, avec vous, Nicolas Speck, un premier état des lieux après cette période extrêmement compliquée. Est-ce que aujourd'hui, on fait ouf, on souffle après les conséquences ? Le plus dur est sans doute peut-être derrière, si on n'a pas de rebond, comme attendu. Néanmoins, il est évident qu'on a souffert, nos clients ont souffert de manière différente, puisque LOGS est une société qui a trois secteurs d'activité, qui sont le retail, le e-commerce et l'industrie. Et les trois ont vécu cette crise de manière totalement différente. Nous avons dû faire face, tout simplement, sur cette activité, sur avoir toute la réactivité qui nous est demandée par nos clients. Est-ce que le plus dur est derrière nous? Peut-être. Là, pour le coup, j'ai pas la réponse, très clairement. Ça va dépendre effectivement de la reprise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure où on se parle, les choses ont repris. L'activité est quasi, on va dire, revenue à ce que nous connaissions auparavant chez chacun de nos clients. Le plus compliqué, ou tout le moins le plus long à reprendre, et pour le coup qui a été le premier arrêté, c'est l'industrie automobile, qui elle est sur un flux extrêmement tendu, à ce côté assez brutal au moment où ça s'arrête, tout simplement. Et donc pour reprendre, il faut réamorcer la chaîne, et il faut reprendre ça de manière progressive pour pouvoir revenir aux cadences qu'on connaissait. Et pour revenir aux cadences qu'on connaît, il va falloir de toute façon pouvoir compter à nouveau sur la consommation. Alors avec aussi bien sûr des enseignements, des leçons que l'on va tirer de cette situation. On a beaucoup parlé, par exemple, de la mondialisation, et il fallait mettre tout de même un frein à cette accélération de la mondialisation. On a vu effectivement le côté, les limites de cette mondialisation sur une pandémie telle qu'on a vécue et telle qu'on vit encore aujourd'hui au niveau mondial. C'est clairement un état de fait et quelque chose que nous avons réellement vécu. On a aujourd'hui une réelle prise de conscience, que ce soit des acteurs économiques, mais aussi du gouvernement, de se dire qu'effectivement, on a sans doute un peu trop de dépendance, qu'elle soit financière, économique, technologique. Donc on est allé vers une marche en avant vers la mondialisation qui avait, je pense, une qualité louable d'aller chercher une saine concurrence. Tout du moins, c'était le vœu qu'on avait tous formulé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même quelques secteurs qui nécessitent d'être sauvegardés, ou tout du moins d'être orientés et pilotés différemment. Et cette relocalisation, elle entre dans les esprits, cette possibilité qui est offerte, elle peut entrer dans les esprits. On vous interroge sur cette éventualité? On commence à nous interroger. On va reparler effectivement de la crise et la pénurie de masques, et sans faire aucune polémique politique aucune, on voit très clairement qu'on a aujourd'hui quelques contacts très avancés sur des infrastructures demandant en fait à stocker des masques et des matériaux de première nécessité. L'industrie aussi est en train aussi de se retransformer. Donc on a clairement un premier indice qui dirait qu'effectivement on irait vers une réindustrialisation ou une relocalisation de certains produits en France. Donc en tout cas une envie, un désir. Est-ce que justement une entreprise comme LOGS est prête à répondre à ce défi? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à déployer des outils pour aider les entreprises? C'est évident, puisque on est prestataire logistique. Notre métier et le CAPEX que nous avons est bien là pour développer des outils logistiques, non pas développer, on ne fabrique pas de masques, je ne fabrique pas de respirateurs. Par contre, stocker de manière intelligente et d'optimiser le temps et l'espace pour pouvoir stocker tous les produits de première nécessité, oui, c'est évident qu'on a tout notre CAPEX qui est engagé dans ces domaines-là. Et dans des délais donc, qui seraient suffisamment courts pour être réactifs. Dans des délais courts. Je vais vous donner un exemple. En fait, quand on a démarré et qu'on a eu
le gouvernement qui a dit le samedi soir, lundi matin terminé, tout le monde reste à la maison, vous vous doutez bien que tous les flux logistiques qui étaient engagés pour arriver sur le continent européen et particulièrement sur la France ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain. Donc certes, la vague de distribution vers les magasins, elle, s'est clairement arrêtée. Par contre, on a bien reçu un espèce de tsunami de produits qui est arrivé depuis les ports du Havre et les ports belges pour là-haut et pour les ports de Fos-sur-Mer, où effectivement on a eu l'accumulation de tous ces produits. Il a fallu trouver des surfaces pour pouvoir stocker l'ensemble de ces produits. On a trouvé l'équivalent, ne serait-ce qu'en 2 jours, on a rempli 50 000 m², Eric. Donc il a fallu faire face à ça. Donc évidemment qu'on a cette capacité à répondre. Après, on a dans un timing relativement court. Ça fait partie des variables d'ajustement que doivent être un prestataire logistique. Mais au-delà de ça, après, c'est comment on construit l'avenir avec les industriels, avec les sociétés de l'État pour pouvoir faire quelque chose de pérenne et d'efficace. C'est-à-dire pour l'instant, on est dans la phase de réflexion, mais on peut tout à fait inverser la tendance et puis vraiment relocaliser, refaire du Made in France. Peut-être même, on pourrait dire, faire de la localisation, mais mieux localisée, peut-être. C'est ça aussi, avec des entités plus petites. Oui, on retrouve en fait quelques basiques logistiques. On avait un barycentre qui était plutôt mondial, pour le coup, et chacun jouait sur ce barycentre mondial. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on pense à avoir un barycentre européen, un barycentre par grande région, parce qu'on peut, pourquoi pas, inclure aussi le bassin méditerranéen comme étant une plaque avancée pour pouvoir produire et amener des produits sur l'Europe. L'idée, c'est de pouvoir réduire le temps entre tout simplement la plaque de l'Asie et l'Europe. 6 semaines de bateau, c'est beaucoup trop long. 6 semaines de bateau, 6 à 8 semaines de bateau, c'est quelque chose de non compétitif et tout de même qui ne nous permet pas de réagir en temps et en heure. Bon, après, sur l'aspect Covid, il y a des choses autres qui se rentrent en ligne de compte. Et le coût également qui pourrait baisser en se rapprochant de la production. Sur l'aspect logistique, oui. Clairement. Après, toute la logique qui va être à amener, c'est la productivité qu'on va devoir avoir pour contrebalancer quand même une certaine compétitivité qu'ont nos amis chinois notamment et autres par rapport au coût du travail, tout simplement. Donc là, il va falloir qu'on arrive à faire rimer écologie et économie et indépendance un peu sur certains secteurs stratégiques. Et pour cela, il faut l'aide de l'État, vous pensez, pour accélérer le processus ? Alors, il faut déjà la volonté des industriels, mais il n'en reste pas moins que la volonté des industriels sera là à partir du moment où le coût économique sera intéressant. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment où il faut pouvoir donner aussi quelques coups de pouce pour pouvoir avancer. Le gouvernement fait plein de choses quand même intéressantes dans cette. Ils ont été aussi en réaction, tout comme l'ensemble des entreprises, à développer différents sujets. Après, il y a eu controverses, polémiques, etc. Mais ils ont agi. En tout cas, et on voit bien, par exemple, sur les pistes cyclables, c'était une volonté très claire de leur part. Comment vous verriez les choses et dans quel délai on pourrait commencer à relocaliser et de réduire justement ces chaînes, enfin réessayer de concentrer le maillage. Concentrer le maillage, vous doutez bien que vous ne pouvez pas enlever une usine et la monter et la démonter en l'espace de 3 semaines. Ça demande du temps, ça demande des investissements, ça demande de la réflexion sur comment la positionner. On le voit de notre côté franco-français aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas le voir du côté européen pour installer, pourquoi pas, les usines qui étaient en Chine, les installer en Roumanie, faire grimper le pouvoir d'achat de nos amis roumains qui font partie du même marché que nous, de la même Europe que nous. Et c'est dans cette réflexion qu'on doit, nous, être prêts à amener notre savoir-faire et développer les activités logistiques. Alors justement, l'entreprise Logs est en mesure, vous l'avez bien dit, de répondre à ce défi. À quel niveau ? C'est-à-dire, c'est toute la chaîne logistique qui est concernée ou est-ce que c'est une partie ? Oui, notre métier, c'est clairement d'être... on est des logisticiens. On est nés logisticiens, on est une société familiale française. On a aujourd'hui atteint la taille de TI de 200 millions d'euros. On est 2000 collaborateurs. On a plus de 40 sites en France et on fait un petit peu plus d'1 million de mètres carrés. L'idée
qu'on traduit derrière ça, c'est les moyens qu'on va mettre au niveau de cette logistique. Bien souvent, quand on va pouvoir être la variable d'ajustement pour nos clients, suivre en fait l'évolution de leur activité, puisque là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé aussi pour nos clients qui ont arrêté de vendre, on a arrêté d'expédier, donc on a arrêté de facturer, tout simplement. Donc plus de recettes. C'est un peu plus basique, et plus de coûts pour notre client. Plus de recettes pour nous, plus de coûts pour le client. En l'occurrence, pour le développement de l'activité économique, on a effectivement les moyens de continuer à développer ça sur des moyens qui sont humains, matériels, parce que l'humain reste le cœur du réacteur, très clairement. Vous avez après la partie immobilier, on va en parler, puisque typiquement, on est en train de se demander où se trouve l'immobilier, où est-ce qu'on doit le placer par rapport aux sources amont et par rapport à ses capacités de production. Est-ce qu'on reste sur des gros entrepôts, des petits entrepôts? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Le tout accolé en fait avec une image un tant soit peu écologique, ou tout le moins un regard d'autant plus intéressant que la vague du municipal a bien marqué aussi un coup fort et une volonté forte des Français de s'inscrire dans la durée sur ce courant-là, qui est vital pour la planète. L'important pour nous, c'est de pouvoir continuer à suivre nos clients, d'avoir justement les bâtiments bien placés pour pouvoir être le plus efficace et avoir l'empreinte carbone la moins importante. Et encore un investissement supplémentaire, c'est que le CAPEX qu'on va utiliser est utilisé pour les dernières solutions qui sont à mettre dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt, vous pouvez avoir différents systèmes d'automatisation, qui peuvent être des pocket sorters, des mini-loads, enfin j'en passe et des meilleurs. Je pense que les collègues de la supply chain comprennent très bien de quoi on parle. Le principe étant tout simplement d'avoir l'outil adapté et complètement à jour par rapport à ce qui se fait de mieux sur le marché. Vous m'avez posé la question si on était capable de faire plus que ça. Effectivement, on pilote aussi les flux, que ce soit amont, aval. On a la capacité de gérer l'ensemble de ces flux, de récupérer le conteneur sur les ports du Range Nord, par exemple, et de les acheminer jusqu'à notre entrepôt par voie fluviale, d'amener une opération logistique sans rupture de charge de la barge jusqu'à l'entrepôt, de faire la prestation logistique classique, réception, contrôle qualité, stockage, préparation de commandes, puis expédition jusqu'au client final. Et donc, dans l'hypothèse où il y aurait une mutualisation de métiers, de savoir-faire, de spécialités, est-ce que vous pourriez créer, par exemple, des pôles spécialisés? On peut imaginer de regrouper des savoir-faire? C'est effectivement ce que nous avons chez Logs. Nous avons 3 pôles métiers principaux, qui sont le retail, le e-commerce et l'industrie. Au sein de ces pôles métiers, nous avons aussi des spécificités d'activité, pneumatiques, automobiles, univers de la maison, textile, qui sont des pôles relativement forts chez nous, et où on va avoir tendance évidemment à pouvoir faire en sorte que ces pôles métiers soient regroupés. Alors soit on agit parfois sur certains métiers avec une contre-saisonnalité, ce qui permet en fait de pouvoir nous affranchir de certaines saisonnalités qui sont relativement marquées. Dans le jardin par exemple, on est en plein dedans. Voilà, actuellement ça a été le plein boom du jardin. On est déjà sur la fin de saison en fait, Eric, ça y est, c'est déjà fini pour nos amis du jardin. Pour eux, ça y est, c'est fini. Les équipements sont achetés. Tout est déjà derrière, mais il reste encore ce qui va ressortir. Après, il va y avoir le jouet, par exemple. Donc on va rentrer dans la période de Noël, la rentrée des classes, etc. Donc tout ça, c'est des choses où en fait on va pouvoir avoir c'est à nous d'avoir l'intelligence, si vous voulez, de pouvoir mutualiser tout ça. Au-delà de ça, après, il y a des spécificités métiers. Vous doutez bien que vous n'allez pas manœuvrer du pneumatique comme un t-shirt. Donc on a des manutentionnaires qui sont spécialisés dans la gestion du pneumatique. On a des outils d'automatisation qui sont spécialisés pour le pneumatique, et on a évidemment la même chose sur la partie textile. Donc ça vous oblige à vous équiper en fonction du métier. Et même s'il y a une période de ralentissement saisonnière, c'est pas grave, vous mettez en veille cet outil à ce moment-là? Dans le cas du jardinage, par exemple, alors le jardinage, pour le coup, dans la partie automatisation, c'est très très compliqué, Eric. On est sur des phases extrêmement hétéroclites et des produits extrêmement hétéroclites. On va avoir du salon de jardin, de la tonnelle, des produits qui vont peser 100, 200, 300 kilos. Il va falloir les manutentionner. Pour le coup, quand je vous disais que le premier pôle d'investissement dans l'entreprise, c'était l'homme, la formation sur l'homme et comment on fait pour lui alléger sa pénibilité, c'est bien parce que l'une des premières, on va dire un des premiers axes de fonctionnement pour l'entreprise, c'est bien nos collaborateurs dans les entrepôts. C'est bien eux qui font le boulot. Avec la formation, bien sûr, la formation, on a aussi mis en place des exosquelettes qui permettent d'alléger les charges, puisqu'on a la capacité de gérer tous les produits relativement lourds et encombrants, qui permettent d'aider nos collaborateurs. Soulager les... Voilà, complètement.
typiquement, ça vous enlève 8 kilos sur chaque bras. Donc, certes, ça fait un peu futuriste quand vous les voyez dans l'entrepôt. Et il existe différents types d'exosquelettes, des exosquelettes qui sont mécaniques et d'autres qui sont mécanisés, robotisés. Et ceux-là sont un peu plus évolués encore que les mécaniques, puisqu'ils viennent soulager les douleurs dorsales, si je veux chercher. Alors, justement, mais quand on reparle de relocalisation, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir repenser les outils actuellement existants? On sait qu'on allait plus vers de très très grands entrepôts. Est-ce que aujourd'hui vous réfléchissez à des entrepôts adaptés à cette nouvelle situation? Complètement. J'ai commencé dans la logistique il y a maintenant quelques années. Un bel entrepôt, c'était un entrepôt de 20-30 000 m². Maintenant, on dépasse allègrement les 90, 100 000, 120 000 m². Ce sont ce qu'on appelle les entrepôts XXL. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir, sous un seul et même toit, d'éviter les ruptures de charge. Plus vous évitez les ruptures de charge en logistique, au mieux vous vous portez. Reste ensuite, malgré tout, à être relativement avant-gardiste, ou pas, puisque on va dire que petit à petit, l'air du temps fait que ça revient un petit peu dans nos chemins de réflexion. L'idée, c'est de pouvoir se positionner sur des axes. Auparavant, on était sur des axes routiers. À chaque fois, il faut aller proche de l'autoroute, la première sortie d'autoroute ou la première entrée d'autoroute pour pouvoir être le plus efficace possible dans notre schéma de distribution. Les réseaux ferrés ont été complètement abandonnés, pour le coup. Chez Logs, on a un entrepôt trimodal et on envisage, on a fait l'acquisition d'un terrain et on va construire un entrepôt à nouveau trimodal avec la voie ferrée et le fleuve. Parce qu'on reste persuadé que le canal Seine-Nord, par exemple, qui est prévu, qui devait normalement sortir en 2025, mais il ne fait qu'être repoussé. Et normalement, on parle de 2028 maintenant, Eric. L'idée, c'est de pouvoir justement bénéficier de cette autoroute fluviale pour pouvoir être le plus éco-responsable sur le sujet. Parce que de toute façon, l'autoroute A1, par exemple, qui est l'autoroute le plus saturée de France. Voire d'Europe, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est en tout cas un des axes routiers européens les plus empruntés. Et ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. Il y a bien un moment où la ville de Paris va interdire la totalité des camions de telle heure à telle heure. La ville de Lille fera la même chose. Lyon fera la même chose. Donc pour l'instant, on n'a pas encore ce sentiment-là. Néanmoins, on voit bien que les municipalités ont changé. Tout dernièrement d'ailleurs, et on attend de voir un peu ce que la mairie d'ailleurs de Lyon, Strasbourg, qui sont passés Bordeaux vont faire justement pour Marseille pour aussi, qui a changé complètement Marseille et Bordeaux, qui sont deux ports très importants. Exactement. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que donc cette démarche RSE, responsabilité sociale, environnementale, est aujourd'hui vraiment renforcée avec la situation actuelle, post-Covid. On a le sentiment, c'est vrai qu'il y a des nouveaux canaux, comment pourrait-on appeler ça? Vous appelez ça le multimodal, c'est ça, de distribution, d'acheminement. Et là, vraiment, on pourrait miser, donc vous le dites, sur les canaux fluviaux et sur les fleuves, bien entendu, parce ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, il y a plus de capacité aussi. À partir du moment où il faut faire une certaine distance pour que ça soit réellement compétitif par rapport à nos amis du transport routier. Néanmoins, c'est beaucoup plus écologique pour le coup. Ça permet de gérer aussi les flux de manière complètement différente, puisque forcément, un temps de camion versus un temps de barge, ça n'a rien à voir. Vous ne mettez pas du tout la même chose. Un Zeebrugge ou un Anvers, par exemple, Lille, c'est 2 heures en camion. Par contre, c'est entre 24 à 48 heures pour arriver par voie fluviale. Mais ça donne aussi cette flexibilité qui permet le temps de faire la descente, de pouvoir de terminer par exemple la douane, typiquement, quand on a la capacité de le faire, de pouvoir aussi amener une flexibilité. C'est comme un stock quelque part qui continue à se déplacer. C'est un mini-stock de 2 jours. Donc ça sera un peu à la carte en fait. Il y a les urgences qui pourraient passer par la route. Ça. Et ce qui est moins pressé. Ce que nous faisons maintenant depuis que je ne vous dise pas de bêtises, bientôt 10 ans pour l'un de nos premiers clients qui est la Redoute, la redoute.fr. On récupère les containers sur les ports du Range Nord et on continue le dédouanement. 80% de leurs conteneurs passent par cette voie-là, cette voie fluviale, et 20%, effectivement, vous avez raison, sur un côté urgent, parce qu'on va tomber en rupture du produit, parce que on est sur un best, etc. Et que par conséquent, il faut qu'on puisse rattraper le temps. Donc il y a toujours un mix, il faudra toujours qu'il y ait un mix routier, un mix fluvial, et peut-être demain, on l'espère en tout cas, un mix ferroviaire. Voilà. Et c'est là où votre entreprise Logs
peut guider justement ses clients vers la meilleure formule, en même temps avec cette responsabilité sociale et environnementale. C'est d'expliquer effectivement que cette alternative-là est possible. On la pratique depuis 10 ans, donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une légitimité sur le sujet et de pouvoir œuvrer. Mais il ne faut pas, quand on l'a fait il y a 10 ans, Eric, on l'a bien fait aussi grâce à la volonté de la Redoute, qui avait une volonté clairement affichée de pouvoir sortir un bilan RSE favorable et de pouvoir communiquer aussi dessus. C'est important d'avoir cette vision barycentrique qui peut être... Parce qu'auparavant, dans le barycentre, au moment où vous l'établissez, vous allez l'établir par rapport à votre flux amont, votre flux aval, et puis après, vous allez le pondérer, parce que vous pouvez tomber à Guéret, par exemple, quand vous faites votre barycentre mathématiquement. Vous allez le pondérer par rapport aux infrastructures. Et d'intégrer dans le schéma du barycentre l'infrastructure fluviale et l'infrastructure ferroviaire doit, en tout cas on le pense chez nous, intégrer nos réflexions. Et au moins être force de proposition par rapport à ça avec nos clients. Ce qui va vous conduire aussi peut-être à relocaliser vos entrepôts, si le ferroutage qui se remet en route, si le fluvial se développe. Donc vous serez suffisamment... mobile et souple, justement on a nos entrepôts qui sont déjà positionnés pas très loin. Si demain ça devait s'accélérer, après il va falloir que certains terrains se libèrent aussi. Il ne faut pas se leurrer, puisque la voie fluviale n'a pas été prévue initialement pour pouvoir positionner les entrepôts partout. Ce sera beaucoup aussi de bâtiments, vous savez, des bâtiments industriels type Fraissinet qui ont œuvré pendant des années et qui continuent d'ailleurs. Tout le transport de vrac passe beaucoup par la voie fluviale, permettront peut-être de transformer ces outils qui sont plutôt dans une fin de vie, pour parler clair, et de les retransformer en bâtiments logistiques. Et pour en faire donc des bâtiments de la nouvelle génération qui seront donc dotés des nouvelles technologies. Ça aussi, c'est votre axe de développement chez LOGS. C'est l'axe de développement de LOGS. Je pense que c'est un axe de développement commun sur la France. Clairement, on a avancé, je pense, sur les différents... les différents labels qui existent au niveau écologique et sur les bâtiments, on a, vous savez, au plus ça va, au plus l'écologie regarde où nous allons installer nos bâtiments, à juste titre, pour le coup. On vient de construire un entrepôt de 36 000 m² dans le nord de la France et on va construire son grand frère juste à côté de 100 000 m². On a dû déplacer des orchidées, on a dû déplacer des grenouilles, on a dû positionner un flux sur un autre projet qui se trouve en fait sur des champs captants, avoir la capacité sur la totalité de la toiture de récupérer les eaux de pluie, de filtrer les eaux de pluie et de remettre les eaux de pluie propres dans la nappe phréatique. Donc au plus nos constructions avancent et au plus les constructeurs nous aident aussi sur tout ça. Les nouveaux matériaux sont intéressants. LED, les panneaux photovoltaïques sont des vrais sujets, en tout cas au moment de la construction de nos bâtiments. On en a parlé ce matin avec les LED effectivement qui se développent. Donc ça veut dire aussi plus de robotisation, d'automatisation, vous avez dit, avec les exosquelettes pour soulager donc le travail humain. On va parler de nos cobotiques, pour le coup, c'est la collaboration du robot avec l'homme. Des tas de solutions. On a une cellule d'innovation chez LOGS qui est dédiée à ça et qui, justement, est en veille permanente, on va dire, sur ce qui sort sur le marché. Et on a aussi un partenariat avec le CEA Tech, avec le CITC et dernièrement avec Spring Project, justement pour continuer à être en veille au-delà de ça, au lieu de ce qui sort sur le marché, mais potentiellement ce qui pourrait sortir. Donc c'est en fait toutes les petites startups qui ont des bonnes idées et qui pourraient demain être applicables au domaine de la logistique, pour qu'on puisse, pourquoi pas, devenir un incubateur de ces startups. Et ces nouvelles technologies, elles permettent de réduire les coûts, elles permettent pour le client, au final, est-ce qu'il sera gagnant ? Oui, alors dans l'automatisation et la robotisation, c'est sûr qu'on a toujours besoin d'une certaine visibilité qui n'est liée en fait qu'à l'amortissement, tout simplement. Là, on revient sur le contexte un peu économique, mais néanmoins, effectivement, ça nous permet d'avoir des gains de productivité non négligeables. Je pense à un client qui s'appelle Blanche Porte, avec lequel on a commencé avec lui sur un domaine purement manuel parce qu'il était c'était son souhait d'être sur quelque chose d'extrêmement maîtrisé. On a dès le départ lui proposé un pocket sorter parce qu'il avait la capacité et le volume pour pouvoir le faire. On a fait 1 an et demi de manuel et là on va passer sur le pocket sorter. Cet impact-là sur la partie tri, typiquement, c'est 30% de gain.
30% de 30% de gain. Alors, vous oui, avez dans un complexe logistique, ce n'est pas de 30% sur la totalité de la prestation, 30% sur la partie préparation tri. Ouais. Voilà. Et est-ce que justement cette crise sanitaire et maintenant crise économique qui s'annonce, est-ce qu'elle permet d'accélérer ce changement? C'est un peu le thème central. Il l'était. Alors effectivement, on l'a vécu avec beaucoup de nos clients. On parlait tout à l'heure d'un des secteurs qui nous est cher, qui est le textile, qui était déjà en train de se transformer. Typiquement, on démarre par exemple la reprise de la logistique de Pimki. Quand on a repris Pimki avait amorcé sa transformation avant le Covid, ce qui lui a permis potentiellement d'avoir aussi cette capacité, une capacité de réaction. D'autres ont clairement pas encore totalement entamé ça. Ils sont sur des phases de réflexion. On est questionné régulièrement pour évoquer avec eux la meilleure façon de voir la logistique, mais c'est de passer d'une logistique qui coûte, qui est là actuellement. Il va falloir de toute façon la transformer. Cette transformation aura un coût pour revenir à un coût logistique qui soit cohérent et revenir à un coût à la pièce qui soit efficace et compétitif. Voilà où on en est. Donc beaucoup ont démarré cette transformation. Le Covid va tout simplement accélérer cette transformation dans ce secteur d'activité-là, sans doute dans d'autres aussi, mais peut-être mettre un coup d'arrêt aussi à certains secteurs d'activité ou à certains acteurs, clairement. Je pense à NAFNAF, Orchestra, qui font partie de nos clients, donc pour lesquels on a tremblé et qu'on a accompagné, bien évidemment, sur la capacité de continuer et d'accélérer cette transformation en étant le plus accompagnant possible. Donc là, vous êtes là pour les aider, c'est une expertise. Oui. À vous écouter, on comprend que l'innovation, la technologie, l'environnement, c'est quand même un facteur de relance. Et le numérique, ça va permettre peut-être de redécoller plus vite que prévu. Oui, sinon on reste dans un statu quo qui n'est pas viable. Le vrai changement sera là. Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, j'en suis persuadé. On en est convaincu. C'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ce que nous demandent nos clients. Et c'est pour ça aussi qu'on accélère dans cette phase-là. Pour nous, il est important, clairement, que le Covid nous permette d'aider nos clients justement à accélérer leur transformation. Ces clients, ils vous demandent donc cette transformation. Aujourd'hui, vous avez déjà des exemples concrets de remise en cause de l'ancien modèle? Et on l'avait, je vous l'ai dit juste avant, avec Pimki, donc c'était amorcé Pimki, avant le Covid. Ce sont des clients qui, dans l'ensemble de leurs appels d'offres, même avant le Covid, avaient au plus ça allait, au plus la démarche RSE était regardée et devenait un facteur différenciant. Auparavant, c'était... Voilà, il fallait en avoir parce que mais là, elle devient une priorité. Là, elle devient une priorité. Alors, si demain, en plus, on va dire que nos amis du gouvernement venaient à s'en mêler en mettant quelques taxes que ce soit, bien que les dernières taxes carbone qui sont passées, qu'on a voulu passer, ça s'est pas bien passé. Pour l'instant, c'est reporté. Mais pour le coup, oui, si demain il y avait une vraie volonté aussi d'accélérer là-dessus, ça deviendrait non pas, ce serait au-delà d'un élément différenciant, ce serait peut-être le principal argument. Et peut-être aussi des impôts de production qui pourraient disparaître. On en parle, notamment tout ce qui est foncier. Oui, tout à fait. Les CFE. Donc là, ce sont des mesures gouvernementales qui ont été effectivement annoncées ou aux prémices, en tout cas. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir aider notre économie à bénéficier de cette phase-là, de prendre ça comme une opportunité. Alors, dernier point avant de passer aux questions des internautes avec Brice Giraud. Encore une minute pour nous dire comment justement vos équipes accompagnent ce changement. Elles sont formées spécifiquement, elles acceptent ce changement. Ce sont des équipes, j'imagine, de quelle génération? Ce sont des jeunes, donc ils sont prêts au changement, j'imagine. Oui, ils sont même moteurs du changement pour le coup. Je pense particulièrement à nos collaborateurs sur la cellule innovation. Voilà, donc on est sur de jeunes gens issus d'écoles d'ingénieurs et qui ont cette volonté justement de pouvoir proposer les meilleures solutions qui se mettent aujourd'hui sur le marché. Mais au-delà de ça, d'être inventif, on va dire plutôt le côté, allez, en gardant le terme, le côté geek de nos amis de l'innovation. Puis après, on va avoir le côté un petit peu plus terrain, opérationnel, de nos équipes projets, de nos équipes démarrage, amélioration de la performance de manière continue. Ce sont des équipes en fait issues du terrain. Et là, on va répéter en fait des basiques logistiques, parce que l'important, c'est aussi de pouvoir être. Vous savez, la logistique, c'est quelque chose de logique. À partir du moment
moment où on fait quelque chose qui découle plutôt de manière logique, ça se passe plutôt bien. Et l'idée, c'est de pouvoir après, à chaque fois, avoir cette vision en améliorant le process. L'amélioration du process vient aussi que nos équipes ont la visibilité sur 3 secteurs d'activité différents, le retail, le e-commerce, l'industrie. Retail et e-commerce, ça a tendance de toute façon à être relativement commun dans une stratégie omnicanale. On l'a vu encore dans le Covid, quand le retail s'est arrêté, tout a rebasculé sur la partie e-commerce pour nos amis retailers. C'est important que nos chefs de projet démarrage et amélioration continue aient cette vision-là. Parce que l'idée, c'est pas de travailler sur une verticalité de marché, mais bien de pouvoir proposer et d'avoir la bonne logique pour pouvoir dire à nos clients, tiens, ce que j'ai vu chez tout le monde, tel process qui a pu être mis en place pour ce client-là pourrait être adapté pour vous et se servir en fait de cette expérience-là. Eh ben, on l'a bien compris, en tout cas c'est vraiment un métier tourné vers l'avenir et le changement et l'évolution, la transformation. Avec Brice Giraud, les questions des internautes pendant un quart d'heure. Bonjour à tous. Alors 2 questions qui sont complémentaires, donc je vais les poser successivement. La première, ne croyez-vous pas que la baisse du coût du travail va passer par une réindustrialisation de la France plutôt que de toujours chercher à implanter des structures dans des pays à bas coût? L'un n'est pas nécessairement exclusif de l'autre, point d'interrogation. Et question complémentaire, la délocalisation a permis de réduire les coûts et d'accroître sa compétitivité. En relocalisant sa production en France, quel serait le levier de compétitivité pour une entreprise? Ce sont 2 belles questions. Typiquement, effectivement, la mondialisation et on va dire ce côté très clairement une compétition à outrance et sur une ouverture mondiale, en allant chercher les coûts les plus compétitifs là où ils pouvaient se trouver, principalement sur le marché asiatique, mais pas que, a une incidence importante. C'est-à-dire que le fait de pouvoir revenir en France, en France ou en Europe, parce que je pense qu'il faut plutôt penser sur des grandes régions que purement sur un côté franco-français, quoique, on peut aussi avoir cette vision-là, mais il va falloir de toute façon qu'on ait une autre volonté politique, une autre volonté pour pouvoir être, je le pense, un petit peu plus indépendant. Si on reprend le cas, et Dieu sait que c'est pas mon modèle, de Monsieur Trump, et voilà, le côté américain et avoir ce rapport de force qu'il a donné dès le départ avec l'ensemble de ses partenaires, amis, ennemis, peu importe, il a fait aucune distinction, va demander de toute façon à ce qu'on puisse revoir aussi la façon dont on va travailler sur nos droits de douane, sur le coût du travail, sur le portage salarial. Tout ça, c'est des grandes thématiques qu'il va falloir de toute façon aborder. La façon de pouvoir un peu contrebalancer ce côté important du coût logistique. Alors il y a bien évidemment l'aspect transport, mais on se doute bien que si c'était passé en Chine et que ça reste en Chine depuis belle lurette, c'est que le coût du transport est anecdotique par rapport aux gains économiques que ça représente. Maintenant, c'est là aussi, est-ce que tout le monde va être dans une démarche plus écologique et du coup que le coût du transport devrait évoluer et plomber un peu cette équation-là, ça reste à voir. Néanmoins, après, le reste, on en a parlé un petit peu avec Eric, l'idée c'est de pouvoir travailler aussi sur ce côté automatisation, robotisation, productivité. Vous savez, la France, on parle souvent de nos 35 heures, notre manque de productivité par rapport à nos collègues européens. Pour finir, on a quand même sorti des produits à des coûts compétitifs parce qu'on a su faire preuve aussi d'optimisation de nos ressources, que ce soit le temps, l'espace, que ce soit... En gros, l'idée, c'est de vraiment pouvoir accélérer là-dessus. Mais ça ne pourra pas se faire seul. C'est sûr que si on reste dans le contexte actuel avec le statu quo qu'on connaît aujourd'hui au niveau fiscal et les règles mondiales qui sont aujourd'hui régies, ça va être très compliqué. Donc il faudra une impulsion supplémentaire, en tout cas, des encouragements. Autre question, quels sont les leviers pour relancer le développement ferroviaire dans le mix multimodal comme pratiqué outre-Rhin et en quelle proportion? La digitalisation peut-elle aider à relancer ce mode de transport? Alors sur la partie ferroviaire, je ne suis pas un expert de la partie ferroviaire. Néanmoins, on a vu certaines enseignes le plébisciter et tout, en tout cas,
commencer à donner une impulsion, notamment avec les caisses mobiles, qui peuvent être mis du train sur un châssis, puis être emmenés, donc avoir ce côté longue distance, on va dire, qui fait un Lille-Marseille, le Marseille-Cassis, qui est fait en camion, par exemple, c'est un premier levier. Maintenant, ce qui reste à vérifier, c'est toute la partie slot, donc en fait la partie de réservation qui vont être disponibles pour le fret, et l'ensemble des ITE. Il y a bon nombre aujourd'hui d'entrepôts qui étaient connectés au ferroviaire parce que c'était une volonté industrielle de la France d'avoir un réseau ferré fort et d'avoir une capacité d'utiliser ce réseau ferroviaire pour la partie fret, marchandises et autres. Aujourd'hui, quand vous passez devant certaines usines, je pense à Rhône-Poulenc, je pense à Heineken, par exemple, pas très loin de chez moi, pour le coup, en fait, c'est rempli d'herbe. Les ITE fonctionnent typiquement, donc c'est les voies d'accès privées qui vont en fait sur le réseau ferroviaire, les ITE. Donc ça fonctionne. Après, il faut trouver les slots qui vont bien pour que votre train puisse passer en fait dans l'ensemble de la voie. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que demain le digital va faire exploser ça? Ou peut être un accélérateur en fait du secteur ferroviaire, peut-être, mais il le sera sur la phase amont. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, aujourd'hui, l'éclatement et les réseaux de transport, ou alors ça demandera un temps qui va être relativement long, mais au moins on peut au moins se dire que le côté réception des conteneurs qui viennent des ports, parce que faut pas rêver, même si on produit demain en France, il restera quand même du grand import, et ce grand import devra être acheminé, et pour être acheminé, il peut très bien prendre le train ou la barge. Après, la partie distribution, elle, est un peu plus fine et va demander de toute façon, parce que le délai, et spécifiquement dans le e-commerce et dans la partie digitale, où on demande toujours plus vite. On a à peine cliqué, un click to order, on veut avoir à chaque fois le produit, à peine on a cliqué, il faudrait quasiment qu'il se matérialise devant nous. Donc, il faut aussi qu'on soit raisonnable. Je pense qu'il faut qu'on se rééduque un petit peu tous sur ces sujets-là. Autre question, la crise Covid peut-elle avoir un effet sur l'internalisation ou l'externalisation logistique des entreprises ? Oui, ça je le pense clairement. On l'a vu. Donc forcément, vous allez dire que je prône pour l'externalisation, ce serait bien logique vu ma fonction et vu l'entreprise dans laquelle je travaille. Néanmoins, on reste quand même persuadé que cette partie externalisation permet tout simplement d'avoir un coût qui correspond en fait à la réalité logistique, alors tout moins à la réalité du business du client. C'est-à-dire que plus il va le vendre, plus son coût logistique, puisqu'on aura plus de sorties, va être important. Plus il va acheter, parce qu'il aura fait des coûts d'achat, par exemple, plus en fait on va avoir d'entrée, et par conséquent, plus il va payer sur sa prestation logistique. Et on va dire, moins il fait d'activité, petit à petit, moins il va payer, puisque on a une partie qui est vraiment variable. Au-delà de ça, je pense qu'elle est nécessaire dans le côté de transformation, l'externalisation logistique. Clairement, en fait, il est évident que mon métier, c'est de la logistique. Je suis incapable, je vous l'ai dit au départ, de pouvoir fabriquer, comme nos amis de Renault, et transformer mon usine qui fait des voitures et de commencer à faire des respirateurs. Je ne sais pas faire, je n'ai pas l'outil pour faire ça. Par contre, et donc eux, ils l'ont. Et ils ont aussi le CAPEX potentiellement pour investir dans des machines qui vont faire ça. Moi, mon CAPEX, il ne va pas là-dedans. Il va dans le bâtiment, il va dans les hommes et il va dans l'automatisation. Donc c'est aussi être à jour et ne jamais être, on va dire, en retard petit à petit, puisque quoi qu'il en soit, l'externalisation, ou du moins ce côté externalisé, permet d'avoir une flexibilité et une mise à jour complète de votre chaîne logistique. L'internalisation, quant à elle, il faut avoir une activité qui est totalement flat et puis avoir des projections qui sont et des prévisions plus que justes pour pouvoir pour qu'elles soient vraiment efficaces. Peut-être une dernière question. Avez-vous une vision sur des pratiques de supply chain durable à l'étranger? Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement en pointe par rapport à la France? J'ai pas en tête, sincèrement, en toute honnêteté, sur la partie internationale est une partie où je ne vois pas j'ai pas d'exemple particulier à donner sur cette question-là. Je suis navré. Voilà, je peux vous répondre sur la France, potentiellement sur quelques axes, mais je pense qu'après c'est aussi une volonté des industriels et des acteurs qui font la supply. Si l'on devait conclure,
on dirait qu'on est à un tournant aujourd'hui dans ce métier. Vous qui êtes connecté tous les jours. Ouais. J'ai envie de dire, ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis dans ce métier-là, de la logistique. Avant, je faisais le transport également, donc on va dire que j'ai toute ma carrière. Et depuis, je suis rentré spécifiquement dans le domaine de la prestation logistique. J'ai toujours l'impression qu'on passe des seuils, qu'on passe des caps, qu'on passe des transformations. Parce que la question précédente qui était sur l'externalisation versus internalisation, on est là justement pour aider les entreprises à passer ces caps, à se transformer. Et donc le tournant, pour moi, il est évident. Il est à prendre. Et surtout, tout va dépendre en fait des outils qu'on va devoir mettre à disposition. On a parlé du fluvial, du ferroviaire, de l'automatisation, des entrepôts XXL, des petits entrepôts potentiellement de distribution en centre-ville demain. Tout ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, on anticipe. Pour anticiper, c'est acheter du foncier, c'est toutes ces choses-là qui font partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. Donc je pense qu'effectivement, on va avoir une accélération des transformations. Que ce soit, on va dire, contraint ou pas. On sera peut-être un peu obligé. Je pense qu'on va être contraint à ça. Parce que économiquement parlant, ça ne tiendra plus sinon. Et en même temps, alléger les coûts, avoir une meilleure formation des équipes, investir aussi dans l'innovation, la technologie, ça fait beaucoup d'efforts à faire. Ça fait beaucoup d'efforts à faire, mais alors pour nous, on va dire c'est mon job, métier. Typiquement, ça fait beaucoup d'efforts à faire pour une entreprise qui a cette activité-là en plus à gérer, en plus de son activité. Prenons Sanofi Aventis, poids lourd mondial des médicaments et de la santé. Sanofi Aventis, son budget R&D, il le met dans le médicament. Pas particulièrement dans la logistique. Moi, si j'ai un budget R&D, je le mets dans l'innovation, je le mets dans les études barycentriques, dans la formation de mon personnel. C'est ça mon budget R&D. Et vous aiderez du coup Sanofi Aventis, qui d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, envisage aussi de relocaliser. Donc les grandes entreprises donneront peut-être un exemple et entraîneront les PME. Je pense qu'effectivement, les grands groupes auront un véritable rôle à jouer là-dedans et un côté complètement leader. Ils devront assumer leur leadership aussi sur cette activité-là. On l'a pu le voir aussi avec L'Oréal qui a commencé à faire un peu de médical avec les gels hydroalcooliques plutôt que du parfum. C'est quelque part affirmer son leadership, d'être capable de faire preuve de flexibilité et de réactivité par rapport à une situation donnée. C'est un métier qui va recruter la logistique à terme avec des nouveaux profils. Alors ça recrute, ça recrutait déjà. Déjà. Ça recrute beaucoup, oui, c'est évident. Ça recrute, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça recrute aussi parfois sur des bassins de population qui ne sont pas forcément simples à trouver en termes d'employabilité. On a une école de formation spécifique qui permet aussi de remettre à niveau certaines personnes pour pouvoir rendre les métiers de la logistique accessibles à ces personnes-là. C'est peut-être à terme une ribambelle d'ingénieurs, puisque vous devez, et ça sera un savant mélange de toute façon entre manutentionnaires, parce qu'il restera des hommes pour bouger des colis, il ne faut pas rêver, ça se fera quand même encore comme ça pendant quelques années encore, et des ingénieurs qui seront là pour surveiller des mini-loads et autres robots pour que la productivité puisse être au rendez-vous. Et ces nouveaux profils, donc vous dites, vous les formez en interne, chez vous, vous avez une école qui se charge. La Log School qui permet effectivement pour nous d'être, on va dire, d'avoir la mise à niveau et de pouvoir travailler la polycompétence. On parlait tout à l'heure d'un manutentionnaire spécifique ou d'un opérateur spécifique au pneumatique ou un opérateur spécifique sur la partie textile. Forcément, ils ne font pas le même job. Ça ne se fait pas de la même façon. Les outils qu'on peut leur mettre à disposition sont totalement différents. Et en l'occurrence, c'est comment on fait pour les former pour que l'un puisse faire demain le job de l'autre. Donc ils peuvent être s'adapter en tout cas aux besoins du moment. Complètement. Et saisonniers, peut-être parfois aussi. Saisonniers, faire partie chez nous de ce qu'on appelle la task force. Donc la task force, c'est un ensemble c'est l'ensemble de nos collaborateurs. C'est une centaine de collaborateurs dans l'entreprise en fait qu'on a la possibilité de déployer sur nos sites pour donner un coup de main sur un site qui va nécessiter une intervention et permettre justement aux équipes en place de souffler un peu et de grandir parce qu'il y a un aspect formation derrière tout ça aussi. Alors, toute dernière question qui reprend un peu la première. On est sorti de la crise sanitaire, la crise économique s'annonce là pour la rentrée, donc on ne peut pas dire que ça va être très joyeux à la rentrée. Non. Pour autant, on sent qu'il y a aujourd'hui une reprise économique. Vous le sentez, vous, sur le terrain, comme on dit, est-ce que les camions reviennent, est-ce que les livraisons s'accélèrent? Il y a quand même 14% de croissance prévue au troisième trimestre.
Est-ce que ça rattrapera le reste? Je ne pense pas. Non, ça ne rattrape pas tout de suite. Mais oui, est-ce que c'est revenu? Je vous l'ai dit juste au démarrage, je pense qu'on est un bon baromètre de l'économie sur ce qui rentre et ce qui sort. Hein. Potentiellement, dans un entrepôt, c'est potentiellement ce qu'on a acheté et ce qui s'est vendu. On est revenu sur les niveaux qu'on connaissait et qu'on attendait sur une période telle qu'on a là aujourd'hui. Donc on va dire que là, c'est comme si on était dans un cadre classique. On attend une accélération forte. Alors forcément, il y a eu des disparités énormes. Hein. Nos clients qui ont fait du e-commerce ont totalement explosé. Il faut savoir que le e-commerce, chez nous, c'est un petit peu plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Sur les 40% de notre chiffre d'affaires, on a vécu sur ce qu'on appelle les pure players, l'équivalent de Black Friday, de Noël, de soldes, tous les jours, pendant tout le Covid. Ouais. Ça a été relativement épique. Donc, est-ce que ça va perdurer? On attend surtout que le retail aussi puisse repartir et que la consommation redémarre. Voilà, écoutez, l'e-commerce, ça sera l'objet d'une future table ronde. Merci infiniment Nicolas Speck, c'était vraiment passionnant. Je rappelle qu'il y a le prix de la Startup 2020 avec l'Agora des directeurs supply chain et Sprint Project qui vous invite à vous connecter. Vous voyez l'adresse qui est à l'écran pour élire la Startup 2020. Merci de votre attention. Et bien entendu, les journées digitales et internationales de la supply chain se poursuivent. Restez avec nous.